Les Français parlent aux Français. Par exemple, expliquez-moi, essayons d'être un peu clairs sur cette question du racisme. Bon. Sur cette question de votre... Ça vous torture. C'est le pont aux âmes. C'est le pont aux âmes de la politique française. Écoutez, c'est une question importante. Alors, je vais formuler la question. Bon, je vais vous dire, peut-être que vous n'êtes pas raciste, peut-être, vous le dites, peut-être que vous ne l'êtes pas, mais vous ne condamnez pas le racisme et vous avez une position quand même très ambiguë. Non, écoutez, je vous en prie, cessons de faire ce procès. Ne participez pas, je vous en supplie, à cette dictature intellectuelle, à ce terrorisme intellectuel qui est responsable dans notre pays du fait que personne n'ose aborder les véritables problèmes tellement il a peur qu'on lui mette comme une étoile blanche, n'est-ce pas, le mot raciste. Quand j'ai été élu député pour la première fois, mon deuxième de liste était un noir. J'ai été le seul Français, député français, à présenter la candidature d'un arabe il y a 30 ans à Paris comme député. Et sa fille sera aux prochaines élections sur ma liste. Le seul député du Front National, c'est un métis de la Réunion. J'ai fait une campagne de 30 réunions sur la Nouvelle-Calédonie et j'ai fait applaudir par des milliers de Français tous les soirs François Néo-Héré, mélanésien, qui, comme son nom l'indique, est noir. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne pas être traité de racisme? Est-ce qu'il faut que je vienne à votre émission peint en noir? Ou bien est-ce que je dois faire quelque acte propitiatoire dans je ne sais quel lieu du culte pour me faire pardonner d'être breton, d'être catholique et d'être français? Est-ce que ça ne suffit pas? Est-ce que là encore, j'ai besoin de prouver mon innocence? Mais c'est à ceux de mes adversaires qui prétendent que je le suis de le prouver. Or, je vous le signale, que tous les procès, en revanche, qui n'étaient pas jugés par M. Cabier, il est vrai, mais tous les procès que j'ai faits contre ceux qui m'accusaient de racisme ont tous été gagnés par Le Pen et perdus par ses adversaires. Voilà ce qu'il faut savoir. Monsieur Le Pen... Mais il est vrai que quand les jugements des tribunaux me sont favorables, ils sont sans doute moins crédibles que quand ils me condamnent. Pardon, monsieur. Mais encore une fois, je crois que vous rendez vous faites le plus grand tort à l'image de la liberté de l'esprit en revenant sur ce procès du racisme. À la vérité, vous voulez dire une chose, c'est que vous considérez que sont racistes ceux qui ne sont pas antiracistes, c'est-à-dire ceux qui ne se plient pas à la dictature des antiracistes. Je dis que c'est insupportable. C'est insupportable, contraire aux libertés élémentaires de l'esprit. C'est que nous avons des représentants de toutes les communautés, en quelque sorte. Je ne veux pas beaucoup employer le terme de communauté parce que je suis un adversaire du communautarisme, mais il y a au bureau politique du Front National, il y a un Français d'origine algérienne, il y a une Martiniquaise, il y a des gens de toutes religions et de toute race. Chez nous, ça ne pose pas de problème. D'ailleurs, nous, qui sommes des anciens soldats de l'armée de l'Empire, nous avons combattu coude à coude avec des combattants d'origine raciale et religieuse différentes, sans jamais aucun problème. Parce qu'il y a des faits de la vie qui sont des faits qui amalgament, qui créent la solidarité et l'unité. C'est le combat, c'est le travail, c'est les risques qu'on court les uns et les autres communs et les espoirs communs. Salam alaikum. Donc nous sommes actuellement à Paris. Nous sommes ici pour le 30e anniversaire de la révolution islamique d'Iran. Nous sommes en présence de M. Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Je vous remercie d'abord d'avoir accepté de faire une interview pour le Centre Zara. C'est un plaisir pour moi. Comment allez-vous, M. Le Pen? Je vais bien, je vous remercie. J'aimerais un peu que vous nous parliez de votre présence ici, vos relations amicales avec l'Iran. Vous savez que je suis un ami de l'Iran, je l'ai toujours montré, et je me suis toujours rangé du côté des nations libres et qui n'acceptent pas le diktat d'autres pays, et j'ai en particulier sur les problèmes récents de l'industrie nucléaire, j'ai dit que je pensais que l'Iran avait les mêmes droits que n'importe quel autre pays du monde, et que s'il y avait une voie qui devait être hostile à l'arme nucléaire, elle devait commencer par désarmer ceux qui s'en étaient dotés, bien souvent secrètement, et en contravention totale avec les règles de l'ONU. Voilà, je suis un homme assez logique, si vous voulez. Bon, je me félicite d'ailleurs on dit que le diable porte pierre. Eh bien, la crise a peut-être sauvé l'Iran d'une attaque que je craignais pour ma part beaucoup, notamment dans la fin de l'année Bush, et j'ai poussé un soupir de soulagement en me disant que peut-être Dieu est grand. Sinon, je vous ai entendu à la télé, vous êtes intervenu quand il s'est passé le conflit avec Gaza.
J'aimerais que vous nous disiez un petit mot aussi par rapport à ça. Quoi, sur Gaza et le conflit. Oh, bah écoutez, je suis intervenu sur Gaza. J'ai dit que j'étais scandalisé de voir que dans un grand silence de l'opinion mondiale et même de l'opinion arabe et musulmane, eh bien, on écrasait ce petit pays qui était un véritable camp de concentration. Et les gens ne pouvaient ni entrer ni sortir. Qu'une armée moderne avec une aviation, des blindés, etc., traitait ce pays d'une manière parfaitement inhumaine et je trouvais ça scandaleux, je l'ai dit. Alors vous êtes le premier homme politique avec Chevènement à vous êtes engagé contre la guerre en Irak. Ah tout à fait. Pourquoi? Eh bien j'ai été contre la guerre d'Irak quand on voit le résultat de la politique anglo-américaine en Irak, mais c'est à pleurer. Lancé au visage des membres du Conseil, dont l'indécent document de synthèse ne mentionne le mot Irak qu'à partir de la 31e des 36 pages qui composent les conclusions de la présidence. Votre navrante déclaration orale, Monsieur le Président du Conseil, est un constat d'échec et d'impuissance. La guerre est là, événement considérable, majeur, dont les membres de l'Union, la Grande-Bretagne en tête, sont directement responsables. Nous n'y pouvons rien, dites-vous, parlons d'autre chose. Pourtant, il y aurait beaucoup de choses à dire. Maintenant qu'apparaissent au grand jour les mensonges dont l'empire américano-britannique s'est servi pour justifier sa brutale agression. Mensonges quand on a prétendu qu'il s'agissait de permettre à l'ONU de désarmer l'Irak, alors qu'en fait, la guerre était programmée depuis le début, quoi qu'il arrive, comme c'est aujourd'hui une évidence. Mensonge quand vous avez osé dire que le Conseil de sécurité était bloqué parce qu'il n'avait pas voté de résolution autorisant la guerre. Il n'était pas bloqué, il avait adopté une procédure et une procédure qui fonctionnait. L'Irak affaibli, méthodiquement affamé depuis 10 ans, contraint de désarmer contre des promesses de paix, allait s'effondrer dès les premières heures du conflit. Mensonge, il résiste, et souvent héroïquement. La population irakienne allait accueillir les troupes de l'Empire comme des libérateurs. Mensonge, elle les accueille comme des occupants. L'Irak disposait, paraît-il, d'armes de destruction massive. Tout a été dit à ce sujet, des bobards les plus sinistres aux plus ridicules, comme ceux de Tony Blair qui s'est déshonoré le 5 février en présentant un rapport justifiant l'agression, dont 11 pages sur 19 émanaient d'un mémoire d'étudiant datant d'une dizaine d'années. À ce jour, les seules armes de destruction massive sont celles des milliers de bombes et de missiles sophistiqués de l'Empire anglo-saxon qui écrasent les villes irakiennes. Comme juriste, je constate la cynique violation de toutes les règles de droit que les Anglo-Américains eux-mêmes avaient mises en place pour prévenir les guerres. Comme Européen, je déplore les haines, hélas justifiées, que les bombes de l'Empire accumulent contre le monde occidental. Comme chrétien, je suis horrifié qu'une telle guerre, qui ne remplit aucune des conditions de justice, puisse se faire au nom de Dieu. J'appelle un chat, Tony Blair un meurtrier mondain, et quant à George Bush, qu'il cesse d'invoquer Dieu, ou qu'il ne prie seulement que le sang des Irakiens innocents ne retombe pas sur le peuple américain. Ceci, c'est qu'est un écouteur, normalement c'est pas une chaise. Bon, alors si on dit que c'est une chaise, je ne le croirais pas. Bon, et je partage la suspicion de millions de gens par rapport à la thèse officielle qui nous a été avancée. Je voudrais citer un seul exemple, c'est celui du Pentagone. On nous dit qu'il y a un avion de ligne qui a percuté le Pentagone, on nous montre un trou de 6 mètres de diamètre, et il n'y a ni moteur, ni carlingue, ni siège, ni queue d'appareil, ni aile, ni rien du tout. Alors on se moque de nous. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à une certaine forme de négationnisme, considérant que ça a été organisé entièrement par les Américains? Je sais que c'est un mot absolument abominable et qui mérite le bagne maintenant. Vous dites ça en souriant. Mais je ne suis pas, en effet, j'ai le droit de douter de cela et d'autres choses. Je crois avoir en citoyen libre le droit de douter de tout. On ne peut pas m'imposer de croire en quelque chose que refuse ma raison. Voilà. Le doute, finalement, c'est votre marque de fabrique. Oui, dans ce sens, voyez-vous, je suis assez voltairien de ce côté-là. Septembre, il a dit que c'était un incident. J'ai honte. Vous faites honte. Moi, j'en ai pleuré le 11 septembre. Ça vous fait sourire, hein? Madame, moi, ça je n'ai pas de leçon à recevoir de vous, parce que moi, j'ai été victime du terrorisme. Moi, j'ai pris 20 kilos de dynamite dans mon immeuble. D'accord? Ok, et moi, je me suis retrouvé à la rue, et l'immeuble entier a été détruit.
Par conséquent, je n'ai aucune leçon à recevoir de vous sur la commisération qu'on doit avoir à l'égard des victimes du terrorisme. Vous avez un a priori manifeste et en plus vous dénaturez les propos qu'a tenus Jean-Marie Le Pen. Incident le 11 septembre. Mais il s'est expliqué là-dessus. Il a dit que c'était un événement, pour ne pas dire un incident. Pourquoi? Parce qu'il a dit quelque chose qui est très vrai. L'horreur d'un événement ne se mesure pas à son niveau de médiatisation. Or, il y a une chose qui est réelle, c'est qu'il y a 3000 morts par mois en Irak depuis le 11 septembre. Et ça, dans l'indifférence générale. Alors, madame, je vous propose aussi de compatir à la situation de ces victimes, vieillards, femmes et enfants, qui sont assassinés tous les jours en Irak dans l'indifférence générale. Je veux dire, je suis très choqué par l'hypocrisie des nations à l'égard de l'attaque d'Israël sur la bande de Gaza. Et, n'est-ce pas, il est évident qu'il y a une disproportion évidente d'abord entre les forces. Les deux pays ne sont pas de même puissance. D'autre part, je rappelle que la légitime défense implique une proportionnalité dans la réponse. Or, il n'y a aucune commune mesure entre les fusées comment dirais-je, d'amateurs qui sont lancées sur Israël et le bombardement d'une aviation moderne. Vous les condamnez également ces tirs de roquettes par le Hamas aujourd'hui? Oui, je les condamne, mais enfin, il ne faut pas essayer de faire un équilibre entre des roquettes qui, jusqu'à présent, ont tué 3 personnes et des bombardements aériens massifs qui ont tué plus de 400 personnes, sans parler des centaines de blessés. Je trouve ça extravagant. Je condamne d'ailleurs l'attitude des pays en général et même des pays arabes qui condamnent du bout des lèvres mais ne font strictement rien pour que cela cesse. Jean-Marie Le Pen, on a vu notamment votre femme et des proches, vos proches se rendre à un spectacle de Dieudonné. On s'est demandé un peu qu'est-ce qu'il faisait là. Lorsque j'évoquais tout à l'heure en disant c'est un peu le retour de la ligne dure de parti, là on retourne. C'est un spectacle de chansonnier. Bon, nous sommes dans un pays de liberté. Monsieur Dieudonné est un homme contesté qui n'était pas, qui ne fait pas ce qui me plaît, c'est son défi, sa liberté de parole, son isolement et peut-être aussi la persécution dont il est l'objet. Personnellement, je le trouve assez drôle. Je dois dire, je n'ai pas été à ces spectacles, mais j'ai vu un de ces disques. C'est l'antisémitisme affiché de Dieudonné qui vous trouvez assez drôle? Oui, ce n'est pas, ça peut aussi être drôle. Pourquoi? Il ne doit pas y avoir de sujet qui échappe à la critique ou à l'ironie. Voilà, tout dépend de la manière dont on les traite. Monsieur Dieudonné les traite d'une certaine manière. Je pense que devant son spectacle, il y a des moments où on a envie d'applaudir et des moments où on est plutôt discret, peut-être même quelquefois gêné. Attendez, mais il en est de même dans tous les spectacles. L'antisémitisme, s'il est exprimé de façon drôle, pourquoi pas? C'est ça? J'ai bien compris ce que vous avez dit, c'est ça? Vous savez que les gens qui se moquent le plus des Juifs, ce sont les Juifs eux-mêmes. Il y a un humour juif très célèbre, très connu. Ma femme a sa liberté. Ce n'est pas vous, mesdames, qui allez contester le droit qu'a une femme de faire ce qu'elle veut. Bon, alors par conséquent, ma femme a la curiosité de son sexe, si j'ose dire, et elle a voulu juger par elle-même. Comment juger d'un spectacle sans le voir soi-même? Je crois que c'est ça. Et ça, on ne doit pas être soupçonné simplement parce qu'on assiste à un spectacle, parce qu'on lit un livre ou qu'on regarde un film. L'image de Dieudonné, c'est de quelqu'un qui a protesté contre, entre guillemets, le pouvoir des Juifs dans la société française, dans le monde. Donc, quand on va voir Dieudonné, quand on rencontre Dieudonné, ça a un sens. C'est un homme qui a combattu le Front National pendant très longtemps, et oui, et qui d'ailleurs a fait amende honorable en disant on m'avait dit que le Front National était raciste, je me suis aperçu qu'il ne l'était pas. Bon, donc il a pu circuler dans notre fête nationale sans être inquiété et sans être bousculé ou insulté. Moi, je ne réponds que de moi-même, je ne réponds pas des autres. Et si vous souhaitez savoir ce qu'est le fond de la pensée de Dieudonné, il faut l'inviter. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.